Bonjour, aujourd'hui j'ai l'honneur et le privilège de recevoir une figure importante dans ce qu'on peut appeler la lutte pour rétablir ou restaurer les Noirs et ou les Afro-descendants dans leurs droits. Elle, c'est Madame Schmeralda, Juliette Schmeralda. Elle est sociologue et spécialiste des sociétés caribéennes et de l'identité noire. Madame Schmeralda est née en 1957 en Martinique, d'où elle nous rejoint ce soir à Pointe-Noire depuis la République du Congo et ce midi, heure de Martinique. Madame Schmeralda, bonjour, bienvenue. Merci d'avoir surtout accepté notre invitation et comment allez-vous? Bonjour, je suis surprise pour ma date de naissance, mais voilà, je sais que on peut, voilà, donner approximativement des indications. Donc, je suis bien Juliette Smeralda, je suis sociologue, écrivaine entre guillemets. Disons que j'écris des essais, hein, je suis pas dans les romans et je me suis spécialisée dans la recherche parce que je reste chercheur sur eh bien, nos problématiques et surtout le pont qu'il y a à jeter entre le continent mère et ses enfants déportés dans le monde, que les colons et les prédateurs qui les ont déportés ne veulent pas laisser se regrouper, se retrouver et même partager des expériences de vie qui, à mon avis, sont communes et qui font que bien nous trouvons le sens de nos pratiques culturelles eh bien, en regardant de plus près le continent, puisque nous sommes très éloignés de par la déportation, l'histoire, l'esclavage, la colonisation, mais on nous a fait croire que depuis la cale du bateau, on avait changé, on était différents, on n'avait plus rien à voir avec l'Afrique, et du coup, on était devenus des créoles, c'est-à-dire de pâles copies de blancs coloniaux qui n'ont rien à faire de notre humanité et qui nous le prouvent encore aujourd'hui. Voilà. Donc, merci de me recevoir. Et puis, oui, je peux partager avec vous ce que je découvre dans mes recherches parce que je continue. Et il s'agit maintenant de comprendre nos faiblesses qui sont dues bien sûr à notre éparpillement, aux expériences très différentes que nous faisons suivant que nous soyons américains ou sur le continent africain ou dans la Caraïbe colonisée. Ou, voilà, il y a à comprendre pourquoi on a tellement de mal à faire peuple et à comprendre que si on y travaille, ça ne sera pas compliqué, ça ne sera pas difficile de nous reconnecter les uns aux autres depuis la cassure de l'esclavage il y a 400, 500 ans. Voilà. Très bien, merci madame. Il y a beaucoup de gens qui sont à l'étranger, disons, qui ont été déportés hors de l'Afrique, mais qui n'ont pas encore, qui sont pas arrivés à cette prise de conscience-là que vous avez eue jusqu'à passer à l'action pour faire des recherches, etc. Quel était le déclic? À quel moment de votre vie vous vous rendez compte qu'il y a un problème et que vous commencez à chercher? Mais écoutez, de vivre dans des colonies, parmi des groupes culturels, ethniques, raciaux, si vous voulez, très différents, et de voir, depuis ma plus petite enfance à ma prime enfance, j'observe les relations que les blancs colons, descendants de colons, entretiennent avec les miens, qui sont en partie africains. Mon père est africain d'origine, de descendance, et ma mère est indienne de descendance. Donc, je vois ces personnes qui vivent les mêmes conditions dans la société coloniale dans laquelle nous sommes, et je vois les Blancs se comporter en maîtres et continuer à considérer que ils ont là à leur disposition des esclaves. Alors, il y a peut-être des gens qu'on a totalement comment vous dire ça, aveuglés en racontant des histoires qui ne tiennent pas la route ou qui nous font croire que oui, nous sommes en de bonnes mains, que les Blancs nous ont apporté la civilisation, alors que moi, je ne voyais que de la sauvagerie et de la méchanceté dans ce qu'ils faisaient au mien. Et donc, voilà, le travail consistait à d'abord
peut-être parce que dans ma petite tête, j'ai capitalisé ce type de lien et que je comprenais que non, on ne faisait pas un peuple avec ces gens-là et que leur richesse et leur prétention, leur comportement arrogant ne tenait qu'au fait qu'ils disposaient d'une main-d'œuvre abondante d'esclavagés ou de descendants d'immigrants qui étaient complètement à leur merci et qui travaillaient pour des prunes et qui, de ce fait-là, vivaient dans des conditions très, très déplorables, contrairement à ce qu'on veut faire croire. Il y a bien une petite bourgeoisie mulâtre ou métis entre guillemets qui s'en sortait, mais la masse du peuple, et c'est toujours le cas dans nos sociétés caribéennes qu'on présente comme des sociétés idylliques à travers des photos cartes postales qui laissent croire même à nos confrères, nos frères et sœurs africains africaines, que nous sommes des privilégiés. Et c'est maintenant que on commence à se parler à travers des conférences et des voyages, que nos frères et sœurs du continent comprennent qu'eux aussi, ils ont été bernés par les discours coloniaux ou post-coloniaux qui faisaient croire que les Antillais étaient mieux lotis qu'eux et avec le temps, bon moi j'ai toujours décidé en tant qu'universitaire, parce que j'ai fait tout mon cursus en France, c'est clair, voilà, nous n'avions pas d'université à la Martinique. J'ai fait mon cursus en France, mais j'ai toujours décidé, je n'ai jamais eu d'autre préoccupation que de comprendre qui nous étions, d'où nous venions, et surtout de faire la part des choses entre les peuples qu'on a extrêmement divisés, donc les immigrants indiens et les Africains descendants qui étaient déjà installés dans cette colonie Martinique, Guadeloupe, Guyane, etc. depuis plus de 200 ans et qui sont donc les fondateurs, donc avec les blancs coloniaux, les fondateurs de ces sociétés. Et on n'a pas arrêté pour casser les luttes des Noirs de leur mettre des immigrants, de nouvelles main-d'œuvre entre les pattes, entre guillemets, pour les opposer, les diviser et casser leur lutte. Donc, Indiens et Noirs ont été dans des luttes, à mon avis, inutiles, méchantes, qui faisaient le nid de la puissance des Blancs, puisqu'ils ont vraiment opposé toutes ces populations pour les empêcher de faire corps, de se solidariser et de comprendre qu'ils avaient un ennemi commun. Et aujourd'hui encore, on a des traces de ces conflictualités dans nos rapports entre des populations. Donc, ce que je veux dire, c'est que pour les gens qui croient que le métissage est une solution, non. Le métissage biologique, ça se fait parfois, comme ça s'est fait beaucoup dans notre société, par le doigt du cuissage qu'avaient les colons sur leurs femmes, leurs possessions esclavagées, les femmes noires et après les autres femmes immigrantes qui sont arrivées. Il y a eu d'autres femmes africaines, d'autres femmes indiennes, d'autres femmes chinoises, d'autres femmes asiatiques en fait. Donc, ce sont des gens qui avaient un doigt de cuissage ou un doigt de maître sur ces femmes et ça a donné on va dire des typologies physiques très différentes et qui font, on nous a servi ces doigts de viol qui ont été édulcorés comme un avantage et vous avez beaucoup de nos populations qui sont persuadées qu'être métisse, c'est être supérieur à ceux qui ont la peau plus foncée et on voit toutes les imbécilités que cela véhicule puisque non, au contraire, on a peut-être à cause de ce doigt de cuissage, on s'est décoloré, on s'est transformé un peu physiquement, mais culturellement, on n'a pas changé parce que c'est la culture africaine, surtout congolaise, enfin de la Centrafrique, qui constitue notre rapport principal et notre vision du monde, malgré toutes les méchancetés qu'on a fait à cette composante et à cette culture. Donc non, le métissage biologique n'explique rien et ne change rien dans nos têtes si nos têtes sont bien construites, si nos têtes font que nous comprenons par quel biais nous sommes devenus, nous avons un peu changé de faciès, mais notre histoire reste celle du peuple africain qui vit les mêmes tragédies que nous.
bon, puisque c'est du continent qu'on a extrait l'essentiel de nos populations qui ont enrichi, qui ont été à l'origine du précapitalisme, l'accumulation du capital, qui ont rendu les Blancs riches aujourd'hui gratuitement, puisqu'il était justement question de garder tous ces avantages que leur donnait, que leur conférait le travail gratuit de tous ces Africains esclavagisés et de tous ces immigrants qui étaient payés, comme je vous l'ai dit, par des cacahuètes, enfin, qui n'avaient aucune possibilité de voilà, de monter, de s'enrichir ou même de bénéficier de leur travail, des fruits de leur travail. Voilà. Très bien. Euh, donc, vous dites que ce sont disons, les injustices que vous avez vues dans la société dans laquelle vous avez grandi, donc notamment en France. C'est ça qui constitue un peu votre déclic pour décider que vous devrez vous consacrer votre vie à chercher qui vous êtes. C'est bien ça. Oui, Maintenant, les injustices, le type de relation et le désir de comprendre qui nous étions, d'où nous venions, puisque notre histoire ne nous est pas enseignée. ok. Maintenant, à partir de quel âge cela s'ancre en vous et que vous décidez vraiment de passer à l'action? Est-ce qu'il y a un âge que vous pouvez donner pour aider Non, il y d'autres a, femmes peut-être qui sont sur le continent hmm. Non, il y a d'abord cette sorte d'observation un peu enfantine, ces relations, quelque chose qui fait que vous sentez que ça n'est pas naturel, qu'il y a quelque chose d'abusif dans ce qui se fait, dans ce que vous voyez, et puis ça reste là, c'est déposé en vous, c'est comme une première expérience de vie, un ressenti qui n'est pas véritablement ni verbalisé. Vous entendez vos parents dire que les colons, les béquets exploitent les nègres, et dans ma famille, indiens ou afro-descendants ou indo-descendants sont traités de la même façon, travaillent de la même façon. Donc ce sont des gens qui ne font pas d'analyse, j'allais dire, construite, mais qui, dans leur vécu, vont avoir des expressions que vous, enfants, si vous savez bien, vous êtes dans un environnement où vous pouvez continuer à observer ces phénomènes, vous savez quel sens ces remarques ont, et c'est souvent, ce ne sont pas des gens qui se plaignent ou qui insultent le dominant, ce sont des gens qui font juste remarquer que ils sont des profiteurs, des prédateurs, et que eux, en tant que nègres ou voilà assimilés, ils n'auront jamais d'issue à leur sort. Donc ça se dépose en vous quand vous entendez ces choses-là en enfant, et puis à partir de l'âge de peut-être 14-15 ans, j'arrive dans un environnement où il y a un discours politique qui est construit, qui parle, donc ce sont des personnes qui sont plutôt de tendance communiste, on dira, puisque la Martinique, elle a été dans les années 60, même après, bien après, puisque moi j'arrive après, mais elle a été quand même bien nourrie par le communisme, justement, à la sortie de la société esclavagiste, colonialiste. Nous arrivons à une société qui est si vous voulez, qui devient département français, donc comme une sorte de magie, sans que rien des relations n'ait été remis en cause, du cadre colonial n'a été vraiment déconstruit, qu'il y ait vraiment de rupture, et bien on saute d'une société qui exterminait les êtres parce que c'était des meubles et qu'on s'en servait comme on voulait, à une société qui est censée être un département et qui vous dit que, eh bien, vous allez devenir, bon, des Français.
voyez? Et donc, à partir de ce moment-là, le communisme et ceux qui essayent par nos aînés qui vont en France étudier au début des années 20, etc., et qui reviennent à la Martinique et qui voient qu'il n'est pas possible de laisser leur société, les êtres humains, vivre dans la décadence dans laquelle ils les voyaient, famine. Stop! Vous êtes chef d'entreprise. Félicitations parce que tout le monde sait à quel point il est difficile de faire prospérer une entreprise. Nombreux essaient, mais très peu réussissent. Et vous êtes toujours là. Vous travaillez dur pour changer la vie des gens à travers vos produits et services. Mais la vérité crue que beaucoup de chefs d'entreprise refusent d'accepter est la suivante. Votre dur labeur, votre volonté à créer d'excellents produits et services ne suffisent pas pour faire prospérer une entreprise car seule votre capacité à vendre représente le vrai catalyseur de la croissance que vous recherchez. Voilà pourquoi, si vous n'êtes pas satisfait de vos ventes, si vos ventes sont hasardeuses et inconsistantes, si vous recherchez de nouvelles manières de vendre parce que les vieilles méthodes que vous utilisez ne fonctionnent plus, je veux vous aider gratuitement en vous offrant une ressource qui vous révèle le nouveau système dont vous avez besoin pour exploser la croissance de votre entreprise aujourd'hui. Vous souhaitez avoir un accès immédiat et gratuit à cette ressource? Envoyez tout de suite vente illimitée via WhatsApp au numéro qui s'affiche avant qu'il ne soit trop tard. Misère, analphabétisme, illettrisme, etc. C'était des gens de la petite bourgeoisie. Il faut leur rendre cet hommage-là, parce qu'aujourd'hui, ça n'est plus du tout vrai. Ces gens de la petite bourgeoisie vont vouloir changer la Martinique pour humaniser, en tout cas, les gens qui sortaient de l'esclavage. Et le communisme est donc une idéologie qu'ils vont prendre en France et amener à la Martinique dans leur valise, comme j'ai tendance à le dire. Et il y a chez les personnes qui réfléchissent ce discours qui commence à analyser de manière rigoureuse les relations de classe, les rapports de race, puisque nous sommes absolument dans ce genre de schéma. Et moi, j'entends, je suis une enfant qui a déjà une conscience que effectivement notre société dysfonctionne. Et quand j'entends ces discours-là, eh bien, ça structure un peu ce que je ressentais, mes ressentis. Et je peux mettre donc des mots sur un certain nombre de situations caractéristiques de la domination. À partir de là, je comprends bien ce que c'est que la domination et mon thème de recherche central va se circonscrire autour de ce concept de domination que j'explore sous tous les angles. Et donc, vous allez voir, par exemple, ce livre Peau noire, cheveux crépus qui a créé le mouvement, déclenché le mouvement NAPI. Vous allez voir que, en fait, ce que les gens ne retiennent pas, mais qui est la réalité de l'écriture de ce livre, c'est que je travaille sur la domination et je travaille surtout sur ces lieux de passage que ne voient pas les miens. Et ces lieux de passage sont, par exemple, les pratiques esthétiques, entre guillemets, et donc les maltraitances que nos peuples font subir à leur corps. Et je vois le défrisage comme un exemple qui va illustrer cette forme de domination que nos gens n'analysent pas. On dit, oh, on fait ça comme ça, c'est l'habitude. On ne sait pas d'où ça vient, on ne cherche pas à comprendre pourquoi, et on ne se demande pas pourquoi tout un peuple se met tout d'un coup à refuser sa couleur, à vouloir se métisser, à refuser son cheveu, à vouloir le défriser, et puis à adopter de fil en aiguille des pratiques qui sont que j'appelle moi de maltraitance, qui sont basées sur la dénaturation du corps noir et qui en fait occupent un temps et une énergie, un espace, une économie qui sont mais vraiment extraordinaires dans la vie des femmes et des hommes un peu moins, mais quand même. Et on se dit, mais à quel moment nos gens auront le temps de construire leur rapport au monde, de construire leur société, de se mettre au milieu du monde et de dire j'existe avec ma peau et mon cheveu et personne n'enlèvera cette réalité-là, on ne pourra circonvenir à cette réalité-là. Et du coup, je me dis comment allons-nous politiquement faire exister notre peuple dans le monde et faire entendre sa voix. Et donc, Peau noire, cheveux crépus
Et si vous voulez, l'exemple qui va illustrer tout ce cheminement que j'ai déjà dans la tête et qui va s'exprimer après de manière plus globale dans, par exemple, l'impact du racisme sur l'estime de soi des Noirs. Vous voyez? Donc, je continue ce travail de prospection et pour pouvoir analyser comment on nous a détachés de nous, comment nous perdons beaucoup de temps à nous occuper de couleurs, de peau, de cheveux, d'esthétique, etc., pendant que les autres, qui n'ont jamais eu que ce projet pour nous, contre nous, de s'enrichir, de s'établir économiquement, au moindre coût, ou à moindre coût, puisque nous avons été leur chair à canon, eh bien, je vois que cette manière qu'ils ont eu de nous éloigner des problématiques centrales pour nous a fonctionné. Et c'est pour cela que je fais donc des études de cas petit à petit. J'essaye de démonter ce piège infernal pour que nos gens réalisent que les voies dans lesquelles ils s'orientent ne sont pas celles de notre libération. Voilà. Très bien, madame. Vous êtes sociologue. Je voulais que vous expliquiez en termes terre à terre, qu'est-ce que la sociologie et quel est le rôle d'un sociologue et pourquoi la sociologie c'est important. Rapidement, avant qu'on entre. Oui, alors la sociologie, c'est la science de la société. C'est un peu comme si vous aviez une spécialité dans le monde médical et que vous aviez les rhumatologues qui s'occupent des rhumatismes, les dentistes qui s'occupent des dents, etc., etc. Le sociologue, c'est un spécialiste qui est un peu l'équivalent d'un médecin de la société. C'est-à-dire que son travail consiste d'abord à faire exister cette société à travers des analyses, des relations entre les groupes, entre les races, entre les ethnies, quand on est dans des sociétés plurales, multiculturelles, multiraciales comme les nôtres, ou bien de faire exister dans les mondes occidentaux leur société simplement, avec leur réalité de groupe, de sexe, de genre, etc. Donc le sociologue observe la société et son travail, c'est d'analyser les relations. Les relations, ça signifie que ce ne sont pas des choses… La société, elle ne se voit pas. Ce n'est pas une forme carrée dans laquelle, de laquelle vous ouvrez des portes et vous dites « Ah, je suis dans la société ». Non, c'est un esprit, c'est une entité. Et quand on dit la société, donc on va aller dans des endroits, on va voir des gens organisés pour réaliser un projet. Nous sommes arrivés dans les sociétés des Blancs, je dis des Blancs parce que ce sont les nôtres qui les ont construites, mais les Blancs font tout ce qu'il faut pour rester les maîtres, comme aux États-Unis. Il y avait 5 millions d'Africains arrivés aux États-Unis en même temps que 1 million de Blancs. Et qu'on ait des personnes spécialisées dans la compréhension de ces problématiques et qui vous les font exister par les mots, par justement des sciences qui sont indispensables à la compréhension de nos réalités. Problème de connexion. Très étonnant. Alors, nous sommes de retour après un petit désagrément technique. Donc, je disais que vous êtes auteur de plusieurs ouvrages. Vous avez cité 22, mais moi, j'en ai listé au moins 5. Il y a Peau noire, cheveux crépus, l'histoire d'une aliénation qui est paru en 2004, La poupée d'Isis, du cheveu défrisé aux cheveux crépus. La discussion d'aujourd'hui va être plus un focus apparemment sur Peau noire, cheveux crépus et du cheveu défrisé aux cheveux crépus. Mais vous avez aussi dans votre bibliothèque de livres que vous avez écrits Philibert Duféal, militant communiste et syndicaliste martiniquais. Il y a aussi la société martiniquaise entre ethnicité et citoyenneté. Ma question est de rapidement vous pousser à nous dire très rapidement ce qu'il faut retenir de chaque livre très rapidement pour qu'on ait un contexte parce que la suite va être concentrée surtout sur Peau noire, cheveux crépus et peut-être du cheveu défrisé aux cheveux crépus. On veut avoir the big picture, comme on dit, sur les ouvrages que j'ai cités. Oui, alors tous mes travaux, mes écrits, les écrits que j'ai commis depuis 1996 sont des essais essentiellement. Il n'y a que les ouvrages que j'ai consacrés
aux ados, aux enfants et aux ados, comme La poupée d'Isis, Les vacances d'Isis et Johan, chasseur de crabes, qui sont des petits récits pour enfants. Mais l'essentiel donc de mes travaux sont basés sur arrêter de nous découper en petits morceaux et essayer de comprendre de manière assez totale, tautologique, qui nous sommes. Donc, le premier ouvrage s'intitule La racisation des relations intergroupes, couleurs, et j'ai pris le cas de la Martinique, mais tous les peuples qui sont racisés par cette problématique. Donc, c'est publié en 2002 chez l'Harmattan. Et il s'agit de montrer que tout le rapport que nous avons au monde est faussé parce qu'il est racisé, qui nous est empêché en tant que culture et que l'homme blanc s'est accaparé de manière absolument claire et tout ce qui fait de l'être humain un être humain doté d'une culture qui apporte à l'humanité sa contribution, surtout quand on connaît maintenant les du monde aujourd'hui vivent d'après cette énorme contribution. Ensuite, donc sur les cheveux, sur la question du corps, de l'esthétique et du cheveu, il y a bien sûr Peau noire et nation qui paraît en 2004 chez Jazor. Il y a Du cheveu défrisé qui est d'abord publié chez Annie Boué et qui est aux éditions Publibook en 2012. Il y a La poupée donc les petites filles à aimer leurs cheveux, etc., ne pas aliénation. Il y a un livre qui me paraît qui est encore très important, d'appoint, perruque, tissage et rajout de l'Égypte antique à nos jours. C'est un travail que j'ai entrepris lorsque j'ai commencé à interroger les femmes du continent, les femmes noires de la diaspora utilisent tellement ces perruques, ces rajouts, etc. J'ai essayé de remonter ces pratiques et pour montrer qu'en fait, ce sont bien des inventions des femmes noires ou du peuple égyptien antique. On porte comment on va appeler ça, peut-être, on nomme pas ça perruque, mais ce sont ces pratiques, ces inventions proprement africaines et depuis l'Égypte antique, qui vont être reprises, qui continuent à être l'inconscient africain et qui se pratique. Maintenant, l'industrie du faux cheveux, etc., s'est emparée de cette tradition et propose donc des faux cheveux, etc., alors que chez les Africains, en Égypte antique, c'est un livre qui est très documenté avec beaucoup d'images. Donc, cheveux d'après remonte jusqu'à 6000 ans pour le peigne afro, qui montre que le temps de travailler de travail aligné sur le travail de Cheikh Anta Diop, qui est notre maître absolu, le travail tout à fait extraordinaire sur la race des Égyptiens. Donc, j'ai pris ces cheveux pour montrer que les Égyptiens étaient effectivement des Noirs. Donc, je suis remontée aux accessoires qu'ils utilisaient pour se coiffer et aux pratiques esthétiques qu'ils avaient développées, qui ne pouvaient pas être des pratiques de personnes à cheveux lisses. Et c'est en cela que j'apportais ma contribution ou après lui, on travaillait sur la race des Égyptiens. Et puis, il y a un autre, c'est un travail que j'ai mené grâce à l'aide d'étudiants ivoiriens de l'université Houphouët-Boigny qui m'ont aidé à faire passer à cette université en Côte d'Ivoire parce que j'ai vu toutes les femmes porter des postiches et il fallait que voilà. Donc ce livre que j'ai écrit à partir d'une enquête menée à l'université Houphouët-Boigny du Côte d'Ivoire s'intitule Modernité occidentale, tombeau de l'esthétique négro-africaine. Et donc, je fais un travail sur l'enquête, les réponses à l'enquête sociologique que me donnent toutes ces femmes. Donc, ce sont des universitaires. Elles ont entre 19 et
au début trentaine, mais plutôt dans la vingtaine, et elles expliquent pourquoi elles n'arrivent pas à porter leurs cheveux naturels. Et je fais une analyse sociologique de tous les paramètres qui interviennent sur les choix des personnes, des consommatrices, des personnes même vivant sur un continent qui a tellement de pratiques extraordinaires en matière de coiffure, que ces personnes-là n'arrivent pas à vivre d'après leur culture, mais que tout en étant sur leur continent, elles vivent à travers la culture des Occidentaux qui se diffuse par les télés, par les médias, par les modèles qui sont diffusés, puisqu'on voit que dans les télés, notamment ivoiriennes, les femmes elles sont défrisées ou elles ont des perruques, mais aussi elles sont blanchies de peau. Donc, on sent que dans la façon de se présenter, elles sont dans un imaginaire de blanche. Stop! Vous êtes chef d'entreprise. Félicitations parce que tout le monde sait à quel point il est difficile de faire prospérer une entreprise. Nombreux essaient, mais très peu réussissent. Et vous êtes toujours là. Vous travaillez dur pour changer la vie des gens à travers vos produits et services. Mais la vérité crue que beaucoup de chefs d'entreprise refusent d'accepter est la suivante. Votre dur labeur, votre volonté à créer d'excellents produits et services ne suffisent pas pour faire prospérer une entreprise, car seule votre capacité à vendre représente le vrai catalyseur de la croissance que vous recherchez. Voilà pourquoi, si vous n'êtes pas satisfait de vos ventes, si vos ventes sont hasardeuses et inconsistantes, si vous recherchez de nouvelles manières de vendre parce que les vieilles méthodes que vous utilisez ne fonctionnent plus, je veux vous aider gratuitement en vous offrant une ressource qui vous révèle le nouveau système dont vous avez besoin pour exploser la croissance de votre entreprise aujourd'hui. Vous souhaitez avoir un accès immédiat et gratuit à cette ressource? Envoyez tout de suite vente illimitée via WhatsApp au numéro qui s'affiche avant qu'il ne soit trop tard. Ou de blanc. Et on voit comment ça impacte la construction identitaire des téléspectateurs, mais des gens aussi qui vivent simplement sur le continent. Donc, c'est à partir de là que je peux dire que effectivement, le continent ne vit pas dans un modèle qui est endocentré, qui est le sien propre, malgré toutes ces analyses et toutes ces enquêtes, ce travail de recherche qui permet de mettre de montrer, de faire exister ce modèle africain extraordinaire. Eh bien, c'est pas d'après ce modèle extraordinaire que vivent les Africains et les Africaines. Donc, il y a aussi un travail à mener sur les mystères du cheveu, c'est-à-dire toutes les croyances qu'il y a autour du cheveu de la tête sur le continent. Donc, ça fait que la question du cheveu, telle que je l'ai traitée, voilà, donc je vais vous expliquer que tout ce qui est du traitement du corps, du cheveu, de l'esthétique, etc., me servait à illustrer mon paradigme. Et comme les nôtres ne voient pas bien les lieux de passage de ces deux traits, ce que peut être une domination, parce que jusqu'à maintenant, on nous a enfermés dans une économique. Oui, on a utilisé la main-d'œuvre des nôtres pour luire de la richesse gratuitement, et c'est ce qui a été, si vous voulez, l'économie précapitaliste et qui a permis donc aux Blancs, ils pouvaient capitaliser le travail, les fruits du travail des Africains, à le faire en leur pillant leurs matières premières gratuitement, enfin, etc. Donc, cette illustration reste de mise. Et le truc, donc, après ces ouvrages sur le cheveu uniquement pour donner des outils d'approche, puisque aucun universitaire n'a repris cette branche d'études, alors, partie de ces ouvrages, aucun universitaire n'a repris vraiment ce travail pour le continuer universitaire, rigoureux et structuré. Donc, moi, j'ai continué pour montrer aux nôtres, parce que de jeunes et de journaux etc. m'appellent pour que je leur parle de cette. On en a fait une spécialité de Esmeralda, mais en réalité, j'étais dans un paradigme et je montrais comment cette domination. Donc, quand j'ai vu que personne ne prenait le relais de cette branche d'études, j'ai continué. C'est pour cela que j'ai commis 5 ouvrages vraiment sur ces problématiques, et beaucoup de jeunes, beaucoup de gens qui travaillent aujourd'hui, ils sont très nombreux à utiliser ces ouvrages, puisque c'est grâce à ces supports créés, si vous voulez, faire une recherche qui les pousse la simple texture du cheveu, mais qui les amène à confronter, les entretiennent entre eux, les groupes dominants et dominés. Voilà. Très bien.
Est-ce que vous me recevez? Je vous reçois, oui. D'accord. Donc, vous étiez en train de dire que vous avez finalement consacré 5 ouvrages sur la question du cheveu africain. Du Bon, cheveu, des traditions, du sens de la coiffure chez l'Africain, de son origine multimillénaire, parce que je suis remontée jusqu'à 6000 ans à l'Égypte antique. C'est pour ça que j'ai écrit donc ce livre, Cheveux d'appoint, tissage, perruque, tissage, rajout, et je montre l'origine égyptienne de ces traditions. Et ça peut expliquer pourquoi, même dans les pays où nos femmes ont été colonisées, comme dans la Caraïbe, aux États-Unis, etc., les gens continuent à avoir ces pratiques de manière automatique, à faire des traits sur la tête des enfants, des schémas, des trucs tellement extraordinaires qu'on se demande mais comment c'est possible? Parce que on leur a empêché de pratiquer leur esthétique. Elles sont censées avoir perdu toute trace de ça. Et quand on regarde les femmes coiffer leurs enfants, et c'est malheureux parce que ce génie de la coiffure, elle ne l'exerce que sur les petites filles. Après l'âge de 8 ans, avec le conditionnement catholique, etc., les petites filles sont défrisées pour et réaliser ou faire leur première communion, donc dans l'Église catholique. Et puis à partir de là, pour devenir quelqu'un, entrer dans la maison de Dieu, etc., on considère qu'il faut jeter son cheveu crépus, ce qui est symboliquement très violent, et qu'il faut défriser les petites filles pour les amener à Dieu avec leur cape blanche, etc., et leur entrée dans la vie adolescente par la communion, la première communion. Ensuite, il y aura une communion solennelle qui est la deuxième étape quand l'adolescent est en phase de devenir un jeune adulte. Et à partir de là, vous voyez, cette idée qu'il faut se défaire de son cheveu pour entrer dans la vraie vie, dans la société, pour réaliser leurs projets culturels. Donc, vous voyez, c'est tout ça, ce sont des paramètres que j'analyse pour montrer aux gens que c'est pas une question de seulement texture de cheveux qui est sur la tête et qu'on a du mal à coiffer et qui font souffrir. Et j'interroge aussi pourquoi en Afrique, les gens ne se sont jamais plaints de souffrir quand on les coiffait. C'est parce qu'ils avaient inventé le bon accessoire, le peigne qu'il fallait, les produits pour hydrater et graisser les cheveux, comme pour la peau. Donc, je montre que toutes ces souffrances dont parlent les Noirs d'aujourd'hui, les Kamites, de Kemet, sont en fait des souffrances qui sont liées aussi symboliquement à la colonisation. Et il faut que nous arrivions à sortir juste de la texture, la question d'une texture de cheveux, pour aller vers le vrai lien social, politique, économique que les Blancs entretiennent avec nous et qui font que les nôtres changent sans arrêt leur rapport à eux-mêmes, leur rapport à leur civilisation. Ils déplacent sans arrêt le curseur de leur identité. Et ce curseur, il est labile parce que, eh bien, pour être dans la société, pour être intégré, trouver un travail. Et je vous dis, ce qui est plus dramatique, c'est que sur le continent, ça marche aussi. C'est-à-dire que dans les sociétés où nous sommes on va dire tolérés, Caraïbes, Amérique, etc., les lieux de déportation de notre peuple, eh bien, nous sommes tolérés. Ces sociétés ne nous appartiennent pas. Il y a des institutions qui sont amenées, créées, constituées par les Blancs pour dominer, et même quand ils sont numériquement inférieurs en nombre, eh bien, ils continuent à se penser et agir en maîtres. Donc, ils vont prendre de la main-d'œuvre de toute couleur, de toute race, tous les racisés du monde, mais ce sont eux qui mènent la barre. Donc, c'est plus du tout une question de oui, on est très nombreux, donc c'est nous les. Non, aujourd'hui, les plus nombreux sont les racisés et pourtant, ce sont eux qui continuent à être les dominés. Donc, c'est important qu'on comprenne bien comment fonctionnent ces réalités-là et que lorsqu'on parle de cheveux, j'ai bien dit aux gens qu'il s'agit pour moi d'illustrer un phénomène qui est proprement lié à la domination
raciale, ethnique, culturelle, économique. Il s'agit de montrer que, alors que nous pensons la domination seulement sur le plan économique ou le plan de l'exploitation des ressources, des matières premières, il y a une exploitation du corps noir qui est très, très puissante. Parce que ce que je vous explique pour le livre Cheveux d'appoint, vous dire que ce sont les Noirs, les Africains, les Égyptiens qui ont tout créé de ces parures de tête, ces rajouts, ces tissages pour des raisons qui leur sont propres et que j'explique dans l'ouvrage. Eh bien, l'industrie du cosmétique, du faux cheveu, tout ce que vous voulez, va se saisir de ces pratiques. Comme on le fait des matières premières qu'on utilise gratuitement, va se saisir de ces pratiques, puisqu'ils n'ont pas arrêté d'étudier le peuple noir. Anthropologiquement, ethnologiquement, vous avez des armées de Blancs qui ont débarqué sur le continent pour justement. Donc, ce que je veux dire, c'est que toutes les pratiques, de toute façon, à tous les niveaux, l'Afrique a été dépouillée. Mais sur le corps et ces pratiques culturelles, esthétiques, les gens n'ont pas produit de réflexion. Et ce que je montre, c'est qu'en fait, toutes ces pratiques qu'avaient les Africains, les Égyptiens avant eux, etc., avant eux, eh bien, ces pratiques sont récupérées par l'industrie du cosmétique et du faux cheveu, etc., des Blancs. Et les Blancs vont utiliser donc des cochonneries, des matières plastiques, de tout ce que vous voulez, ou même des vrais cheveux de personnes mortes, etc. Et ils vont fabriquer, parce qu'ils savent que les Africains attachaient beaucoup d'importance à leur coiffure et à ajouter de l'épaisseur à leurs cheveux. Donc, ils vont récupérer ça et ils vont vendre très cher aux femmes noires dans toutes les boutiques, dans tous les salons de coiffure, dans toutes les familles. Il n'y a pas une famille noire qui n'a pas acheté des mèches longues comme ça et qui s'en sert voilà, comme perruque. Donc, c'est une industrie, c'est la plus florissante, qui rapporte des milliards d'euros d'abord aux Occidentaux, américains et occidentaux plus largement, mais aussi aux Chinois aujourd'hui, aux Indiens, enfin, à tous ceux qui vendent leurs faux cheveux, aux Brésiliens, leurs faux cheveux, ou les cheveux qu'ils ont coupés, qui sont souvent des cheveux coupés pour des sacrifices. Comment on peut faire grâce justement au travail que vous faites de vouloir remettre sur la table l'authenticité, comment on peut faire pour se baser sur ce travail-là pour que nous aussi, en tant qu'Africains, qu'on développe cette industrie-là, mais qui va aller dans le sens de vos travaux pour justement plus d'authenticité? Oui, il faut. Alors, il y a d'abord ce phénomène, c'est que chez les Blancs, il n'est pas question de produire une littérature. Donc, j'étais dans l'université française et c'était compliqué. C'est pour ça que je vous ai dit que personne dans ce monde-là n'a repris Donc, je reste pratiquement la seule, et c'est vrai. Chaque fois qu'on fait cette question-là, on aboutit à moi parce que c'est moi qui est publié. Il y a beaucoup d'interviews sur Internet, dans les revues françaises, italiennes, belges, etc. Beaucoup de demandes d'interviews et c'est pas fini. Et je reste donc. Le problème, c'est que malgré tout ça, mon livre n'est pas traduit. Depuis 2004, il est là. Ce sont des travaux de sociologie, donc on ne peut pas prendre n'importe quel traducteur. Il faut des gens qui comprennent un peu le langage sociologique, mais qui ont aussi des fonds aussi financiers pour traduire ces ouvrages. Donc tous les français, et même dans le domaine, dans l'espace français, eh bien vous voyez, il est peu parce que je ne suis pas aidée. Ça n'intéresse pas le monde de la recherche initiale que les Africains donc continuent à faire que les Africains n'ont pas de culture, leur dire qu'ils ont des traditions esthétiques qui sont les plus extraordinaires du monde, des coiffures donc qui ont des significations symboliques, c'est unique au monde, c'est le seul cheveu qui est comme il est spiralés, il reste debout, c'est la coiffure afro qui le permet, et il établit le contact entre le porteur
et le cosmos. Et c'est pour cela que le peuple noir avait donc tellement d'antennes. Donc non seulement on parle de tous les gens qui avaient déjà une lecture du cosmos, c'est tellement extraordinaire qu'ils avaient des éclairages. Il y avait le corps noir, c'est un corps, je ne sais pas, une vaste antenne qui est connectée au monde, puisque c'est la première humanité. Et de dire tout ça, donc ça dérange probablement tous ceux qui ont décidé depuis entrer en relation avec la culture des peuples. Ce sont des vérités qui dérangent, comme Cheikh Anta l'a bien expliqué, par la jalousie, et puis chaque fois que les Blancs se déplaçaient, ils n'ont que 8000 ans de science, chaque fois qu'ils se déplaçaient, ils tombaient sur des peuples donc avec des savoirs et des manières d'exister qui étaient extraordinaires, qui les éblouissaient. Et comme c'était des nomades, ils passaient et donc ils s'arrêtaient dans ces lieux de culture, ils observaient beaucoup et ils apprenaient, ils s'appropriaient. Et une fois qu'ils avaient pris ce qu'ils voulaient, ils exterminaient ceux grâce à qui ils avaient acquis ces savoirs. C'est un peu aujourd'hui ce qui se passe avec de manière plus symbolique, mais on est dans ça aujourd'hui encore. On continue à diffuser l'idée que les Africains ne vivent qu'à travers les inventions des Blancs, alors que eux, ils ont des millions d'années d'existence et de création. Maintenant, tous les livres le disent. Il y a même un livre de Monsieur Goody, Monsieur Goody, qui est un Américain bon teint et qui va aller en Afrique et qui va nous dire, mais tout ce que j'ai vu en Afrique, alors que les Blancs considèrent comme étant leurs inventions, c'est faux. Je suis bien blanc, mais c'est faux. J'ai vu que les Africains avaient déjà tout ça, même ailleurs. Non, nous n'avons rien inventé. Et il y en a très peu. Bon, celui qui a découvert le sphinx et qui a dit qu'il était noir avant que Napoléon n'aille faire casser son nez et ses lèvres, il y en a eu comme ça, quelques-uns, on peut les compter sur les doigts d'une main, quelques-uns qui ont dit non, les Blancs mentent. Nous sommes blancs, mais nous reconnaissons. C'est d'abord la science, la vérité scientifique qui nous importe. Donc, vous voyez, venir, moi, avec mes recherches, on va dire, me faufiler dans cette zone de recherche où je montre, à la suite de beaucoup d'autres, plus savants, plus anciens et qui ont aussi tracé la voie pour nous, la descendance. Voilà, je dérange. Stop! Vous êtes chef d'entreprise. Félicitations parce que tout le monde sait à quel point il est difficile de faire prospérer une entreprise. Nombreux essaient, mais très peu réussissent. Et vous êtes toujours là. Vous travaillez dur pour changer la vie des gens à travers vos produits et services. Mais la vérité crue que beaucoup de chefs d'entreprise refusent d'accepter est la suivante. Votre dur labeur, votre volonté à créer d'excellents produits et services ne suffisent pas pour faire prospérer une entreprise, car seule votre capacité à vendre représente le vrai catalyseur de la croissance que vous recherchez. Voilà pourquoi, si vous n'êtes pas satisfait de vos ventes, si vos ventes sont hasardeuses et inconsistantes, si vous recherchez de nouvelles manières de vendre parce que les vieilles méthodes que vous utilisez ne fonctionnent plus, je veux vous aider gratuitement en vous offrant une ressource qui vous révèle le nouveau système dont vous avez besoin pour exploser la croissance de votre entreprise aujourd'hui. Vous souhaitez avoir un accès immédiat et gratuit à cette ressource? Envoyez tout de suite vente illimitée via WhatsApp au numéro qui s'affiche avant qu'il ne soit trop tard. Donc, c'est vrai que pour ces matières-là, il faut que nous prenions ça en charge. Je sais, je suis une scientifique, une universitaire, même si ils m'ont empêché de faire carrière avec ces thèmes-là, j'ai continué parce que pour moi, c'était un choix qui découlait de moi et de ma volonté depuis mon plus jeune âge de comprendre qui nous étions, d'où nous venions et par quel biais nous étions au contact. Les Blancs étaient arrivés dans nos vies. Pour moi, ça a été personne ne m'a dit, ne m'a indiqué, peut-être que j'ai reçu quelque chose d'un ancêtre, mais je vous dis, ça c'est une volonté ferme et définitive, au point que j'ai risqué ma carrière universitaire pour rester dans ce domaine de recherche, puisque mes supérieurs à l'université de Strasbourg où j'enseignais voulaient m'offrir un poste de postdoc avec un salaire de maître de conférence et des possibilités de continuer la recherche, mais à condition de travailler sur leur population.
blanche. Moi, je dis, mais j'existe aussi, mon peuple existe aussi, nous sommes censés être français, donc non, je veux continuer. Donc, ça a joué beaucoup en ma défaveur, mais comme on dit, il ne faut jamais regretter les décisions qu'on a prises et qui font qu'aujourd'hui, grâce à ce travail minutieux et permanent, parce que je le continue à travers notamment aujourd'hui, pourquoi nous ne sommes pas un peuple, pourquoi il y a autant de difficultés à nous reconnaître, à avoir des élites qui servent notre peuple. Donc ce travail se continue, il est puissant, très puissant, si on lui donne toute sa place, si on le traduit, pour que sur le continent, quelles que soient les langues que nous parlions, que nous puissions accéder à ces recherches que je vous dis être la seule à mener et à avoir donc consigné dans des livres pour que les nôtres puissent s'en inspirer, non pas plagier comme beaucoup le font, mais vraiment s'inspirer de ça pour avoir, ne serait-ce qu'au niveau de la politique que nous aurons sur l'économie esthétique, de reprendre tous ces savoirs de notre peuple, d'être ceux-là qui créent leur shampoing, leur crème, leur beauté, leur rajout, ce qu'ils mettaient déjà comme parure de tête, que ça soit une industrie endocentrée, donc afro-africaine, ou Kemet, qui produisent avec des milliers de salariés dans ces industries, qui formeraient d'abord, qui indiqueraient, au lieu de laisser nos gens aller se former à je ne sais quelle littérature étrangère, grecque, pour qu'ils répondent donc aux besoins de leur peuple. Et vous auriez donc une industrie du cosmétique puissante, parce qu'en Europe, aux États-Unis, c'est l'industrie qui ramène le plus d'argent. Donc, vous auriez une industrie du cosmétique avec des gens qui travaillent, et c'est ce que j'ai toujours indiqué lors de mes conférences, vos grands-parents, votre société avait des pratiques, les shampoings, vous mettez ceux des blancs, mais ils sont alcalins, ils vous détruisent le cheveu. Après, vous utilisez les peignes des blancs pour démêler votre cheveu, que les shampoings alcalins ont détruit, desséché, et vous dites que vous souffrez. Mais c'est toute une série de pratiques et de manières de faire qu'il faut revoir. Et il y a des solutions. Réinventez vos peignes. Le peigne afro n'a pas été inventé par des ignorants, il a été inventé par des gens qui avaient une telle connaissance de leurs cheveux, de sa texture, de la façon de le soigner avec amour et non pas avec haine, comme on a appris à le faire dans les colonies de Caraïbes et des Amériques. Des gens à qui on arrachait les cheveux avec un petit peigne, un peigne à dents trop fine pour qu'il traite le cheveu épais, crépus. Donc voilà, on a décidé que le cheveu crépus faisait souffrir, qu'on avait du mal à le coiffer et que pour ça, il fallait le ratiboiser. Effacez-moi ça avec un défrisage qui aplatit et qui permet qu'on utilise le peigne des blancs. Encore une fois, un accessoire que, au lieu d'être produit par vous-même, par votre culture, sera produit pour les blancs qui vont vendre des milliards de peignes chez vous, puisque vous vous défrisez ou bien vous utilisez des postiches pour pouvoir utiliser le peigne des blancs. Le peigne afro, qui est un objet extraordinaire dans la culture afro. Il y a des images de ce peigne dans votre livre, des images. Ah oui, mais j'ai un diaporama avec des centaines d'images. J'ai un diaporama avec des centaines d'images. C'est tellement impressionnant, c'est tellement beau, c'est tellement extraordinaire que on ne peut pas laisser de côté tout ça. Mais oui, il faut faire une industrie, traduire les livres dans les langues et créer une industrie du cosmétique qui va se réapproprier ses biens, ses traditions, ses savoirs et qui va employer ses enfants dans cette industrie, qui va sécuriser nos enfants, nos femmes pour qu'elles se sentent belles avec leur coiffure, qui va permettre aussi dans
donc, sur tout le continent, d'avoir un marché qui sera vraiment ouvert sur les autres, puisque tous les Africains ont le même type de cheveux, même si à l'Est, il y en a qui ont un peu mon type de cheveux, mais on peut utiliser ces mêmes shampoings-là qui ne dessèchent pas, qui sont des shampoings à base de gombo, d'hibiscus, de tous ces produits gluants et gras de aloe vera que nos grands-mères ici aussi en Martinique utilisaient. Donc elles savaient comment utiliser les produits du terroir pour ne pas dessécher leurs cheveux, alors qu'en utilisant les shampoings que les Blancs créent pour eux-mêmes, eux qui ont les cheveux gras, alors que les Africains ont les cheveux secs, eh bien, eux, ils utilisent des shampoings alcalins qui dessèchent un peu le sébum et qui leur permettent d'avoir une chevelure qui gonfle un peu et qu'il faut laver quand même tous les 2 jours. Mais chez l'Africain, on n'a pas besoin de ça. Chez l'Africain, il faut d'abord le bon shampoing, qui est un produit qui n'a pas de savon, qui n'a pas de chimie, mais qui a des propriétés lavantes et qui rend le cheveu brillant, souple et facile à coiffer avec les crèmes de karité, les huiles, etc., que les Africains utilisent depuis des millénaires. Il y a là une industrie qui est tellement puissante, mais qui est laissée entre les mains des Blancs. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de petites personnes, parce que je leur ai demandé de prendre ça en charge. Elles font leurs petites inventions, leurs petits commerces, mais c'est très, très disparate, et puis tout le monde fait la même chose, alors que c'est une industrie à grande échelle pour le peuple noir qu'il faut inventer avec tous ces savoirs. Et je peux vous dire qu'il y en a des savoirs. Il n'y a rien qui soit, je ne sais pas comment je suis tombée dans ça, mais il n'y a rien qui soit plus extraordinaire. Il n'y a rien qui soit plus extraordinaire que le capital savoir, connaissance de son corps par le peuple noir lui-même et des produits. Il y a rien, personne n'a inventé le bio. L'Africain n'a jamais sorti du bio. Personne n'a inventé le beau. L'Africain n'est jamais sorti du beau. Personne n'a inventé la complexité. L'Africain n'est jamais sorti des fractales. Donc, si on a compris ça, bien voilà. Donc, moi, ces études-là, ces recherches-là n'intéressent pas le monde des Blancs, puisque à la limite, on va leur prendre ce qu'ils volent depuis des millénaires ou des siècles. Et leur marché cosmétique qui va revenir à nous, leur marché cosmétique. Oui, si l'Afrique décide de faire ce qu'il faut. Maintenant, les Africains non plus ne se sont pas intéressés à mon travail. Donc voilà, mais je le fais, je le dépose là et je me dis qu'un jour peut-être, parce que quand on part, quand on disparaît, ben on disparaît avec ses savoirs. Et j'ai décidé d'offrir ça, de laisser ça à mon peuple. Je vois qu'il n'est pas encore prêt, je vois qu'on ne fait rien et qu'on a besoin, on veut s'enrichir, on veut développer ceci, cela, mais qu'on a la richesse à portée de main et que personne n'entreprend de le capitaliser, de la capitaliser, enfin de capitaliser les pratiques qui ramènent de l'argent et qui vont faire que les Africains vont se centrer sur eux-mêmes. J'ai fait le même travail pour les parfums. Je leur ai dit, quand vous avez des peuples qui ont, donc l'odeur de sueur des personnes n'est pas la même. Il y a un tas de crétins qui ont dit que les Africains sentaient mauvais. Moi, je peux vous dire que j'ai vécu longtemps. Il y a surtout la nourriture. On transpire ce qu'on mange et ça dépend donc des pays, des régions, etc. Donc, chaque peuple a son parfum. Et le parfum qu'on peut développer, c'est des parfums qui entourent le corps et lui donnent, augmentent son attractivité, etc. Il y a 1000 façons de faire ça. Moi, j'ai vu les femmes au Sénégal faire brûler de l'encens, du tcha, je sais pas quoi. C'est un produit qui ressemble un peu à des petites particules, je ne sais pas si c'est un broie, qu'est-ce que c'est, mais ça a une odeur, mais ça vous rend fou. Et elles font brûler ça, et puis elles passent dessus, elles traversent le petit récipient, enfin le petit brûle parfum qu'elles ont, et
ça leur monte sous le corps, sous les vêtements, et après, elles sont entourées d'une odeur, ça vous rend fou, tellement c'est extraordinaire. Eh bien, pourquoi on développe pas ça? Pourquoi on va acheter des parfums à 200 € chez les Blancs qui ne nous vont pas? Je demande aux gens, pourquoi est-ce qu'on a découvert autant d'extraordinaires richesses? Ben, le problème, c'est que c'est beaucoup d'hommes qui écrivent sur l'Afrique et qui n'écrivent que sur les problématiques économiques. Mais la question de l'esthétique, elle est puissamment économique. Parce que le peuple de Kemet n'a jamais eu de plus grande préoccupation que celle-là. Parce qu'il avait tout pour vivre, allonger le bras pour cueillir les fruits, manger des trucs, une terre extraordinairement riche. Donc, il n'était pas perdu dans les histoires des Blancs là qui meurent de faim et qui n'ont rien et qui vont rapiner et comme des rapaces chez les autres peuples et qui vont développer pour ça la colonisation qui consiste en l'appropriation des terres et des pays et des richesses des autres pour survivre eux. Parce que du coup, ce ne sont que des gens qui sont en quête des moyens de leur survie. Kemet ne connaît pas ça. Kemet a tout. Parfait. Parfait. Tout d'abord, moi, je vais prendre ces instants-là pour vous rendre hommage. Vous dites que votre travail les gens ne s'intéressent pas, mais moi, je sais que c'est un travail qui n'est pas perdu. Vous voyez, moi, je suis pas une femme, je suis un homme, mais je m'intéresse à ça parce que je sais que j'ai le droit d'avoir des enfants et je veux peut-être préparer mes enfants dans ce chemin-là. Donc moi, je vous rends hommage. Vous n'avez rien fait qui sera perdu. Bien au contraire, votre travail va continuer à nourrir l'Afrique, même lorsque vous ne serez pas là. Et donc pour moi, vous avez gagné. Vous avez gagné et vous avez vécu utilement. Donc vous êtes en train de dire que ces 5 livres-là vont permettre, si l'Africain peut se réapproprier des connaissances que vous diffusez dans vos 5 livres, l'Africain peut faire renaître l'industrie cosmétique et l'industrie du cheveu, ou bien l'industrie de l'esthétique de façon globale. Vous êtes en train de dire que... Oui, à tous les niveaux. Ok, donc vous êtes en train de dire que vos 5 livres, en fait, peuvent réaliser cela. Et donc, je veux, parce qu'entre-temps, on a été coupé, je veux que vous rappeliez rapidement les titres de ces 5 ouvrages avant qu'on avance. Alors, ces 5 ouvrages que les Africains doivent étudier s'ils veulent à tout prix réinventer l'industrie cosmétique, l'industrie du cheveu et comprendre surtout les enjeux. Pourquoi ils se sont détachés de toutes ces pratiques qui étaient profondément enracinées dans leur tradition. Alors, il y a d'abord peau noire, cheveux crépus. J'explique pourquoi le défrisage, d'où ça vient, son histoire, et quel traitement les Africains mis en esclavage, déportés, ont subi, qui explique qu'ils ont décidé de se défaire de la structure de leurs cheveux. Ensuite, j'écris du cheveu défrisé aux cheveux crépus, qui paraît en 2007 et qui est réédité en 2012 chez Publibook, parce que je vois beaucoup d'enseignants qui commencent à s'emparer de peau noire, cheveux crépus, mais c'est un livre sociologique et j'ai eu peur qu'ils n'arrivent pas à accéder à tous les domaines de la tous les aspects de cette problématique. Donc, j'ai demandé à 5 femmes qui se défrisaient, qui se battaient pour abandonner le défrisage, de témoigner pour expliquer en fonction des cas qu'on peut toujours se battre pour sortir de l'aliénation du défrisage, mais que ça passe pas forcément par les mêmes chemins, qu'il y en a qui réussissent du premier coup, il y en a qui réussissent au bout de 10 essais. Donc, c'était juste pour encourager les gens à comprendre qu'on a des parcours personnels, mais que le trajet qui va consister à nous ramener à nous-mêmes, à une identité propre, à une valeur, la valeur qu'on accorde à son cheveu et à sa personne, c'est important. Le troisième, c'est Isis, parce que je me rends compte qu'on ne peut pas laisser nos petites filles entrer dans ces aliénations-là pour après vouloir les déconstruire, les aliénations, pour reconstruire une femme nouvelle. Au contraire,
toutes les traces que laisse l'aliénation en nous, l'aliénation raciale en nous, eh bien, elle ne s'efface jamais totalement. Stop! Vous êtes chef d'entreprise. Félicitations parce que tout le monde sait à quel point il est difficile de faire prospérer une entreprise. Nombreux essaient, mais très peu réussissent. Et vous, vous êtes toujours là. Vous travaillez dur pour changer la vie des gens à travers vos produits et services. Mais la vérité crue que beaucoup de chefs d'entreprise refusent d'accepter est la suivante. Votre dur labeur, votre volonté à créer d'excellents produits et services ne suffisent pas pour faire prospérer une entreprise, car seule votre capacité à vendre représente le vrai catalyseur de la croissance que vous recherchez. Voilà pourquoi, si vous n'êtes pas satisfait de vos ventes, si vos ventes sont hasardeuses et inconsistantes, si vous recherchez de nouvelles manières de vendre parce que les vieilles méthodes que vous utilisez ne fonctionnent plus, je veux vous aider gratuitement en vous offrant une ressource qui vous révèle le nouveau système dont vous avez besoin pour exploser la croissance de votre entreprise aujourd'hui. Vous souhaitez avoir un accès immédiat et gratuit à cette ressource? Envoyez tout de suite vente illimitée via WhatsApp au numéro qui s'affiche avant qu'il ne soit trop tard. Donc, il s'agit de produire une race de petites filles qui, dès le départ, s'apprécient, s'aiment, respectent leur corps et leurs cheveux et comprennent l'extraordinaire richesse de la civilisation dont elles sont issues. Voilà le travail qui est fait à côté de la poupée d'Isis. Il y a 11 belles images dans cet album. Et il y a Kim Pavita on a acquis pas mal et qu'elle utilise avec les enfants à qui elle enseigne la fierté de soi. Il y a la librairie Tamery aux éditions Médonité qui diffuse cet ouvrage. Donc on le trouve aussi à Paris. Et c'est un travail qu'on peut mener avec les petites filles, déjà les ados, mais aussi les adultes qui ne connaissent pas ces problématiques-là. Ensuite, je travaille sur un troisième ouvrage qui est très important, avec beaucoup d'images, c'est cheveux d'appoint, c'est-à-dire le faux cheveu, perruque, tissage, rajout de l'Égypte antique à nos jours. Et je montre depuis 6000 ans comment, d'abord, les Égyptiens, c'était des Noirs, ils ont bien les cheveux crépus, ils ont bien utilisé des accessoires qu'on n'utilise que sur les cheveux crépus, et que cette histoire-là donne, quand on la connaît, ils ont inventé tous ces accessoires, mais ils ont inventé le parfum, ils ont inventé la teinture de cheveux, ils ont inventé tout ce que les Blancs et leur industrie ont accaparé aujourd'hui, et qui font ce sont des sociétés, des pays riches, mais parce que tout cela a été pris aux Africains, d'abord au Rémétou, ensuite à toute l'Afrique, puisqu'il y a un rayonnement qui est assez global, comme l'a montré Cheikh Anta Diop. Il y a peut-être des diversités au niveau culturel, mais le fond culturel africain est homogène. Et c'est ça que nous devons retenir. Donc, ensuite, ce livre-là, qui est un très beau livre, qui a vraiment beaucoup de mérite, parce que les gens qui le découvrent sont très étonnés. Ensuite, j'écris un livre à partir d'une enquête. Quand je vais en Côte d'Ivoire, je découvre que toutes nos sœurs ont des postiches. Et donc, je décide d'essayer de comprendre, non pas par des analyses que je vais produire moi, mais par elles-mêmes. Qu'est-ce qu'elles disent de ça? Comment est-ce possible que d'aussi jeunes femmes, aussi nombreuses dans toute une société africaine qui est au cœur de l'invention, de la création, de l'esthétique capillaire, qui a produit des choses vraiment inédites, qu'aucun peuple n'a inventé. Comment expliquer que donc les gens en soient arrivés à se cacher les cheveux, à dépenser, parce que je ne sais pas si les gens savent le prix des postiches. Et on dit que les Noirs sont les plus pauvres au monde, mais tout cet argent qu'elles apportent à l'industrie du cosmétique, comment est-ce possible d'associer ces phénomènes, comprendre qu'on est les plus pauvres, etc. Mais elles vont vous expliquer. Et ce livre-là, il est passionnant parce que c'est vraiment un livre. Dans la première partie où j'explique, je laisse parler les femmes, j'analyse tableau par tableau
pourquoi elles n'aiment pas, comment leur réponse aux questions. Et dans une deuxième partie, je fais une analyse qui est complètement sociologique, purement sociologique, où je montre comment est-ce que c'est possible pourquoi est-ce que c'est possible d'en arriver à ça et quel type dans quel type de société elles vivent, et même lorsqu'elles vivent sur le continent, en fait, les règles qui régissent la vie des Africains sur le continent africain sont des normes d'une étiquette sociale qui n'est pas africaine. Quand nous cherchons donc les bases ou les preuves de la domination sur le continent, nous allons dans des trucs, on ne voit pas. Voilà, nous sommes donc au cœur d'une forme de domination que les gens ne voient pas parce que on n'a jamais mis l'accent sur ça. Mais est-ce que vous pouvez comprendre? Est-ce que nos gens vont un jour s'arrêter et dire quelles sont les normes qui régissent notre rapport à l'esthétique? Même ces gens qui vous disent qu'il faut… C'est à cette question que vous répondez en gros dans vos livres. À quelles normes? Ok. Ce qu'on appelle l'étiquette sociale, mais aussi comment ça influence les choix. Les hommes disent les femmes qui se blanchissent ne veulent que des femmes claires de peau. Ils vont épouser des blanches en quantité, font des enfants métis en quantité qui ne servent pas le continent. Les femmes noires se martyrisent pour être correspondre à la norme du canon que les hommes noirs ne préfèrent les femmes claires. Enfin, un tas de trucs incroyables, importés, inventés, parce que si le bon Dieu a mis sur terre un homme noir et une femme noire, noir charbon, comme dit Cheikh Anta Diop, c'est que ils avaient des raisons d'entretenir des relations normales et saines. Comment peut-on en être venu à dire que l'homme noir n'aime pas la femme noire? Et du coup, il se développe, il capitalise avec des femmes blanches, et tout ce qu'il a d'important, il le donne à la femme blanche. Rien n'est donné à la femme noire regardez le nombre d'hommes blancs qui sont importants dans le monde et qui tiennent à leurs bras une femme blanche, alors que rien n'interdit et ne permet de comprendre pourquoi les noirs sont les seuls à exhiber les femmes des autres et à considérer que c'est comme cela qu'ils prennent de la valeur et que leurs femmes n'en ont pas. Donc il y a une mentalité à changer et il faut comprendre que sur le continent, au lieu de chercher seulement dans la domination économique, il y a une domination raciale, culturelle, des règles de l'étiquette sociale d'après lesquelles vivent les Noirs, qui sont strictement dictées par la civilisation des Blancs. Et ça explique tous les choix que font les gens. Et si on s'arrête pas un moment pour réfléchir à tout ça, eh bien, on sera toujours dans l'idée qu'il faut aller chercher la domination ailleurs. Mais non, elle est en nous, elle est dans nos pratiques, elle est dans la manière, dans la vision du monde qu'on nous a inculquée, dans les religions, dans les bons dieux blancs et les Jésus blancs sur toutes les commodes de nos gens sur le continent, dans leur incapacité à avoir de la distance avec « oui, mais je suis noir et le Jésus est blanc, donc ça peut pas correspondre », comme si les Noirs qui sont vieux de plusieurs millions d'années d'avant les Blancs, tout d'un coup avaient inversé le sens de l'histoire, qu'ils étaient devenus les enfants des Blancs et que c'était les Blancs qui dirigeaient leur destinée. Il y a énormément de chamboulements qui sont venus avec la colonisation. Je vais revenir sur l'aspect où vous dites que même en Afrique, même dans la communauté dite noire, on ne s'intéresse pas à vos travaux. Moi, je vais vous poser maintenant une question très simple. Je veux que vous nous disiez, supposons que votre avis était contraire, c'est-à-dire que supposons que votre avis était que les gens s'y intéressaient et que vous êtes satisfait du retour que vous avez sur vos travaux. Qu'est-ce que vous imaginez? Qu'est-ce que ça serait? C'est-à-dire que là où vous êtes, qu'est-ce que vous attendez de voir dans la communauté des Noirs et des Afro-descendants pour dire que mes travaux sont utilisés à bon escient? Je veux que vous dessinez une image pour ça. Non, il faut dans un premier temps, parce que les Africains ont permis comment vous dire ça, ils ont un système de formation, d'enseignement en premier, deuxième, troisième cycle universitaire, etc., qui ne leur parle pas du tout d'eux.
ce sont beaucoup d'enseignants blancs qui viennent sur le continent. Les supports scolaires sont établis par des blancs qui ne demandent pas aux Africains leur avis. Donc, vous voyez, le cœur de l'aliénation est produit de cette façon-là. Non seulement les relais d'enseignement sont blancs très souvent, ce sont des professeurs qu'on envoie sur le continent et qui ne parlent du monde que de leur point de vue. Ensuite, les manuels sont produits par les blancs. Donc, ce qui est bien, qui serait nécessaire, c'est dans le projet de refonte du système scolaire universitaire que propose le Mali, le Burkina Faso. Dans ce projet de refonte, eh bien, qu'on introduise des cours à tous les niveaux de la connaissance de soi de l'Africain. C'est pas forcément seulement des cours sur l'estime de soi, c'est qui sommes-nous, et sur le plan, tous les plans culturels, esthétiques, au niveau du chant, de la danse. Je viens de voir un truc qui dit que la danse est une science, et c'est les Africains, la danse est une science. Vous voyez, je cherchais par exemple, parce qu'ici, dans nos sociétés un peu dévoyées, on disait que les femmes, les gens se bougent beaucoup le bassin, et on attribuait ça à quelque chose de sexuel, parce que le blanc était obnubilé par l'histoire, par le sexe. D'ailleurs, on a vu chez nous la somme des métis qu'ils ont fait en 2 temps, 3 mouvements, comme on dit, nous montre que c'était vraiment des obsédés sexuels. Eh bien, Et aujourd'hui, on parle de l'affaire Epstein, qui est un peu à l'image de leur sexualité. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Jeffrey Epstein, ce milliardaire qui a fait des trucs et qui s'est suicidé soi-disant en prison. L'affaire est d'actualité en ce moment. Oui, oui. Non, mais bon, vous voyez, chez nous, on avait des colons qui étaient très productifs. Hein. Ils avaient comment on appelle ça, à leur disposition, un vrai, le mot ne me vient pas. Mais enfin, bon, pour revenir à mon propos, c'est dire, il faut que dans le système d'enseignement qui va être remodelé, refaçonné, en fonction des projets des Africains, qui serait de se revaloriser, de reprendre confiance en soi, parce que quoi qu'on dise, c'est ce qu'on a attaqué chez l'Africain en premier, sa confiance en soi, la valeur qu'il s'accorde, et on a dénigré tout ce qu'il faisait et qui faisait partie du beau, qui structurait sa vie et qui faisait qu'il se sentait important. C'est tout cela que la colonisation et que les Blancs continuent à détruire en voulant prouver absolument aux Africains qu'ils n'ont rien, qu'ils sont pas beaux, qu'ils n'ont rien apporté au monde, alors que quand on fait de la recherche, au contraire, on est fasciné par le nombre de choses que les Blancs ont pris aux Noirs et qu'ils ont adaptées à leur manière de voir, mais qui sont des créations, des inventions proprement africaines. Je vous ai parlé du parfum, je vous ai parlé aussi de la coloration des cheveux, du maquillage, je vous ai parlé de tout ça que les Arabes ont repris avec l'œil né. Donc, ce qu'il faut, c'est que dans un premier temps, si j'avais à dire que, oui, c'est si on comprenait l'importance de ce domaine d'éducation, dans l'éducation générale, à donner à tous les enfants, quel que soit leur niveau, jusqu'à la fac, et faire des travaux de recherche. Chaque région du continent a développé, même si on considère que le fond culturel est le même, des spécificités dans la coiffure, dans le fractal, dans la construction des maisons, dans le maquillage, dans la beauté. Chaque région du continent doit pouvoir, avec ses étudiants, ses élèves, explorer tout ce patrimoine qui est extraordinaire. Là, on est dans l'enseignement. Maintenant, dans le domaine de le plus grand, un projet politique avec des politiques, des gens, un ministère de la culture qui sait de quoi on parle, et bien qui va recenser tous ceux qui inventent au niveau de l'art, au niveau des instruments de musique, au niveau des vêtements, de la création de vêtements, au niveau de parures de tête, au niveau de bijoux, les bijoux sur le continent africain. Mon Dieu, qu'est-ce qui manque aux Africains pour être les plus riches du monde avec les bijoux qu'ils inventent? Surtout que les Africains sont le seul peuple à porter autant de bijoux. Et donc, on en crée, ça coûte une fortune et ça peut rapporter. Il y a
tellement de ressources à explorer, à exploiter sur le continent pour que les enfants du continent soient riches et que le continent Ok. devienne riche, que mes recherches peuvent servir de base pour prendre conscience de comment on a détaché notre peuple de lui-même. Même pour le peigne afro, qui n'a jamais été un objet de troc. J'explique aux gens que le blanc coiffe son cheveu de la racine au bas. L'Africain, avec son peigne afro, qui était formé de dents très polies, très pointues, très fins, parce qu'il connaissait son cheveu, introduisait les dents dans les boucles du cheveu et le tirait vers le bas. Le cheveu coiffé afro se coiffe du bas vers le haut. Le cheveu du blanc se coiffe du haut vers le bas. Et ce que nos gens ont fait, c'est de forcer leurs cheveux à se coiffer du haut vers le bas, comme les blancs, en utilisant le peigne des blancs. Les Africains avaient donc leur art et leur manière de coiffer leurs cheveux et le sentiment Donc du moi, beau. je retiens principalement que dans ce que vous voulez voir, c'est que premièrement, il faut que les Africains comprennent. Donc c'est l'aspect formation, refonte du système scolaire, recherche. C'est le Oui, premier aspect. Le oui. deuxième aspect, c'est maintenant, il faut un aspect tangible. Il faut profiter de tout cela. Il faut créer de la richesse à base de Mhm, cela. Donc ce sont mhm. les deux volets que vous attendez. Maintenant, moi, j'ai une idée par rapport justement au premier aspect qui est celui de comprendre. Parce que vous avez évoqué les systèmes, disons, les systèmes scolaires, la politique et tout ça là. Je pense qu'à ce stade-là, vous allez vous retrouver parce que l'Afrique est encore à un niveau où les dirigeants sont encore pilotés par l'Occident. Donc, ça va être un peu les mêmes problèmes que vous lorsque vous dites, moi, on m'a pas laissé faire telle carrière parce que les Blancs, ils veulent pas. C'est un peu le même problème. Mais en même temps, nous avons une alternative aujourd'hui qui est l'Internet. Aujourd'hui, on peut développer, par exemple, vos livres tels que j'entends, le livre, par exemple, La poupée d'Isis, c'est une espèce de manuel pour les enfants. Mais Oui, on peut le développer de façon plus interactive. Stop! Vous êtes chef d'entreprise. Félicitations parce que tout le monde sait à quel point il est difficile de faire prospérer une entreprise. Nombreux essaient, mais très peu réussissent. Et vous, vous êtes toujours là. Vous travaillez dur pour changer la vie des gens à travers vos produits et services. Mais la vérité crue que beaucoup de chefs d'entreprise refusent d'accepter est la suivante. Votre dur labeur, votre volonté à créer d'excellents produits et services ne suffisent pas pour faire prospérer une entreprise car seule votre capacité à vendre représente le vrai catalyseur de la croissance que vous recherchez. Voilà pourquoi, si vous n'êtes pas satisfait de vos ventes, si vos ventes sont hasardeuses et inconsistantes, si vous recherchez de nouvelles manières de vendre parce que les vieilles méthodes que vous utilisez ne fonctionnent plus, je veux vous aider gratuitement en vous offrant une ressource qui vous révèle le nouveau système dont vous avez besoin pour exploser la croissance de votre entreprise aujourd'hui. Vous souhaitez avoir un accès immédiat et gratuit à cette ressource? Envoyez tout de suite vente illimitée via WhatsApp au numéro qui s'affiche avant qu'il ne soit trop tard. Sous forme de jeu, en forme d'application. Le livre dont vous parlez, où il y a des perruques, tout ça là, toutes ces figures-là. Voilà, mais on peut les reproduire en 3D et créer des programmes de formation au sein d'applications qui peuvent être téléchargées et que des entreprises privées peuvent proposer après au système scolaire comme en annexe. Parce que s'il faut attendre que les politiciens disent, bon, on va normaliser maintenant tel ou tel truc, on va perdre du temps. Nous avons déjà un moyen qui est qu'aujourd'hui, n'importe qui, depuis sa maison, peut développer une idée, un projet. Votre livre, je disais la dernière fois, qu'on peut mettre en place une application qui enseigne les mêmes choses, mais de façon plus interactive. Et de façon avec même des jeux, des quiz, des images en format 3D pour enfants. On peut faire pour enfants, pour adultes. Voilà. Et pousser les gens à télécharger ces applications, je pense que ça peut aider au niveau aspect compréhension. Maintenant, la conséquence qui va venir de cela, si ces applications font des milliers de téléchargements, c'est que vous voyez que la deuxième partie qui est économique va venir d'elle-même. Les gens vont commencer à créer parce qu'ils ont compris. Donc, moi, c'est surtout cet aspect-là. Et si quelqu'un vous contactait pour vous dire que moi, j'aimerais travailler avec vous pour apporter ce volet-là, ce volet où on peut créer des formats de transmission de savoir interactif. Au lieu que ça soit des livres, on prend ce qui est dans des livres, on le rend plus intéressant, on crée des jeux à base de ces savoirs-là pour que les enfants puissent… si quelqu'un vous contacte dans ce sens-là,
pour vouloir travailler avec vous, qu'est-ce que vous lui direz? Non, moi je trouve ça très intéressant, mais comme je vous dis, nous allons devoir passer par les traductions parce que pour faire ce travail et réunifier la vision du monde de l'Africain avec ses spécificités par région, nous allons devoir mettre à disposition ces travaux-là traduits, accessibles dans leur langue, en tout cas dans certaines langues qui font le pont entre leur langue locale et une langue, par exemple, de communication. Donc, il faudra passer. Moi, je pense que ce que vous dites là est très intéressant parce que c'est dommage que tous ces savoirs-là dorment dans des livres. Et il y a quelques personnes qui s'en servent en France ou ailleurs pour faire leurs petits, comment dire ça, leurs petits ateliers, des choses comme ça. Mais ces travaux-là sont des travaux universitaires à dimension mais pour moi continentale, et tout le peuple noir, quel que soit l'endroit où il se trouve, est touché par ça. Donc, ce sont des recherches inédites qui sont vraiment présentées dans un format scientifique, et donc je n'aspire qu'à voir les gens se les approprier et faire que, à la limite, on les distribue davantage, parce que les petites quantités que je produis ne permettent pas de vulgariser tout ce travail qui me met des années. Chacun de mes livres me prend, par exemple, Peau noire, cheveux crépus, c'était 6 ans. C'était 6 années, vous voyez? Wow. Et donc, oui, mais j'en ai écrit un autre qui montre les traditions africaines de notre civilisation, l'entraide, la culture de l'entraide. J'ai mis 7 ans à écrire ce livre et à faire toutes les connexions entre l'Afrique et nous. Entre l'Afrique et nous. Donc, vous voyez, c'est vraiment important qu'on comprenne que c'est pas des travaux qui sont menés à la légère, etc. Il s'agit pour moi d'inscrire notre civilisation et des domaines qui n'ont pas été cultivés, travaillés, pensés. Il s'agit de l'inscrire, et les gens qui connaissent mon travail savent que je fais quelque chose d'inédit, mais il s'agit de profiter, que notre continent, nos peuples, nos jeunes profitent de tout ça d'une manière ou d'une autre. Donc, si vous dites qu'il y a une possibilité avec des applications, je ne sais quoi, par Internet, oui, il faut faire. Tout ce qu'on peut faire, il faut faire. Et moi, je serais disposée à collaborer à ce travail de mise en forme de modules pour que depuis les petits, comme la poupée d'Isis, que les enfants déjà comprennent leur place dans le monde et qui n'ont pas à envier les cheveux ni le corps, la peau des autres. Aujourd'hui, qu'on fait un tas de travaux sur la mélanine, eh bien, on commence à avoir nos composantes les plus foncées de peau, on commence à reprendre un peu de fierté parce que, voilà, la mélanine, c'est unique. C'est pas par hasard que la nature a doté les Noirs de mélanine. Enfin, vous voyez, il y a Et sans vous couper, je vous ai aussi suivi dans une interview où vous dites que cette mélanine est extraite des Noirs pour être vendue et qu'elle est oui, vendue, elle est cotée en bourse. Elle coûte plus cher que l'or, le diamant, le oui, oui, cobalt, oui. la mélanine. Oui, oui, oui. Vous pouvez faire des recherches, vous allez trouver. Non seulement c'est plus cher que les métaux, les pierres précieuses, mais les Blancs ont découvert, parce qu'ils l'ont synthétisé depuis longtemps, et ils ont découvert que pour vérifier vraiment tous ces effets, il faut pas seulement une synthèse, il faut vraiment la prendre à la source et l'utiliser. Donc, c'est pour ça qu'elle coûte si cher. Mais la question, c'est comment ils l'obtiennent. Et Comment? vous avez tout un tas je dis pas que ce sont des mythes ou des légendes, mais il y a beaucoup de Noirs qui disparaissent aux États-Unis. Il y a tous nos enfants qui disparaissent dans la Méditerranée. On vous parle jamais de leur corps. Ils sont où? Quel trafic on fait avec tous ces corps-là? Donc, il y a vraiment. Justement parce que on les laisse se noyer, on les sauve pas et on Ah, récupère les corps et on expose les corps pour dire voilà les gens qu'on a récupérés. Alors que derrière, comme vous dites, il y a ce trafic d'organes. Les bébés en RDC qui disparaissent et tout, tout à fait. parce qu'on essaie d'extraire la glande pinéale, je sais pas, Oui, oui, la tout à fait. mélanine.
Voilà. Les poumons, le foie, ça coûte des milliards. Et les personnes des Émirats arabes unis, tous ces gens-là, ils payent des milliards pour un rein neuf, vous voyez. Et c'est vrai. Donc le nègre, il n'est bon à rien. On ne veut pas le voir percer, etc. Mais tout, j'ai tendance à dire, pour être vraiment sarcastique, le nègre, c'est comme le cochon. Tout est bon dans le cochon. Rien ne se jette. La seule chose, c'est que le cochon ne doit pas profiter de ce qu'il est, ni de qui il est. Hein? Donc, c'est ça. Le noir, c'est vraiment cette espèce de chose que les Blancs ont transformé à la hauteur de leur vue et ils ont décidé, voilà ce qu'on va faire de vous. Voilà. Et puis, nous, notre but, c'est l'Afrique sans les Africains. Donc maintenant, voilà. Et tant qu'on est dans ces paradigmes-là, tant que les gens ne comprennent pas qu'ils sont en danger, que leur peuple, leur continent est en danger, que les Blancs ont commencé l'invasion du monde, l'occupation de la planète depuis 500-600 ans, ils n'ont pas fini. Ils n'ont pas fini de le faire. Donc, il reste le dernier continent à complètement à servir, c'est l'Afrique. Et il reste donc le projet L'Afrique sans les Africains qui est à l'œuvre de manière incroyable, magistrale actuellement. Donc oui, il faut travailler, il faut mettre ces études-là à la portée des peuples, il faut des peuples noirs, il faut que les enfants comprennent qu'ils n'ont pas à aller étudier n'importe quoi dans les universités des Blancs, qu'ils ont un projet de développement de leur culture, de leur continent, de leur civilisation, qu'il faut qu'ils étudient tout ce qui peut à partir, parce que j'ai toujours dit, c'est la culture d'un peuple qui fait son identité, qui fait son économie. Donc, si vous ne comprenez pas que ce que les Blancs vous vendent, c'est leur culture et c'est avec ça qu'ils s'enrichissent, ce qu'ils vous vendent dans leur télé, c'est leur culture. Et je demande aux gens pourquoi est-ce qu'ils ne voient pas? Est-ce qu'on a décidé de rester aveugle éternellement? Donc, il y a énormément c'est un potentiel tellement extraordinaire de développer l'Afrique par sa culture que ça n'a pas de fin. Et pourquoi est-ce qu'on ne veut pas que les Africains considèrent qu'ils ont une culture? C'est bien parce que eux, non seulement ils ont volé toute la culture des Noirs, mais ils ont bien compris que si les Africains se mettent à développer leur continent à partir de leur culture, c'est sans fin. C'est extraordinaire. Et c'est un puits, c'est comme les matières premières. Vous voyez, on vous dit dans certains pays, il y a tellement de matières premières, le pétrole jaillit comme ça à fleur de terre, les diamants sont dans la rue, vous marchez dessus. C'est comme si le continent vomissait son surplus, tellement il est chargé. Et on demande aux gens, pourquoi est-ce que c'est sur le continent africain que ça existe? Et vous dites que l'Afrique ne sert à rien, et vous dites qu'elle n'a rien, et vous dites qu'elle n'apporte rien au monde. Pourquoi est-ce que le bon Dieu, vous qui avez décidé que vous êtes les hommes, les seuls, les vrais, supérieurs, qui plus est, pourquoi est-ce que ça n'est pas à vous que le bon Dieu, celui que vous nous avez vendu, a donné toutes ces richesses? Pourquoi aux Africains? Les Africains aussi n'ont qu'à se ouvrir les yeux et les oreilles et toutes leurs ouvertures pour comprendre dans quoi ils sont. Enfin, c'est même si on nous écrase, mais comme moi j'y fais, on nous écrase, c'est vrai, mais il y a quand même une petite ouverture pour dire mais dans quoi je suis là? Pourquoi? C'est quoi ce truc? Pourquoi un peuple donc sorti dans ses eaux est venu prendre autant d'ascendance sur ma vie et c'est lui qui me dicte ce que je dois être, ce que je ne dois pas être, alors que je suis ça tout naturellement? Non. Non, il y a un truc aussi. Je ne peux pas dire qu'on nous a saoulés, enivrés, rendus imbéciles, mais quand même, nous aussi, nous avons à regarder un peu nos pratiques. Qu'est-ce que nous faisons qui facilite autant la tâche à ceux qui nous dominent? Voyez? Très bien. Par l'éducation, en apportant tous ces savoirs-là à tous les niveaux de leur formation, que les Africains vont se renforcer. C'est pas en disant je fais une thèse sur les cheveux, donc oui, non, en thèse c'est déjà trop tard. Et vous êtes revenu sur le problème de traduction. Moi, je veux comprendre. C'est quoi vraiment le problème au niveau de la traduction? Quel est le problème? Parce que traduction, c'est vague. Quel est le problème que vous rencontrez par rapport à la traduction?
Quels sont les problèmes ou quel est le problème par rapport à la traduction? Il faut des gens qui rencontrent ces livres, et qui décident qu'ils veulent les mettre à portée de leur peuple qui parle espagnol, anglais, portugais ou les langues européennes. C'est d'abord ça. Africaines? Et les langues africaines alors? Toutes les langues africaines. Mais moi, je veux vous dire, pour que ça arrive d'abord dans les langues africaines, il faut que quelqu'un qui est, par exemple, socialisé en français puisse donc le traduire dans sa langue. Maintenant, si c'est un anglophone, quelqu'un qui est socialisé en anglais, eh bien, il faut qu'il ait accès au texte qui a été traduit du français à l'anglais. Et à partir de ce texte anglais, il va pouvoir le traduire dans ses langues locales. Vous comprenez? Donc, il y a des ponts par le fait de la colonisation et de la domination linguistique dans laquelle nous sommes. Il y a des ponts à créer. C'est-à-dire que on va pas demander à un anglophone qui ne sait pas lire le français, de traduire mon livre dans une langue locale. Il faut qu'il y accède dans sa langue de colonisation, de coloniser, et de là, il va pouvoir le transmettre dans sa langue de sa langue locale, dans sa langue de culture. Donc, ça demande quand même que des gens s'engagent, qu'il y ait un financement et que les gens comprennent tout le bénéfice qu'on pourra tirer de ces travaux. Parce que une fois que les gens ont bien compris, parce qu'il faut faire des conférences, des explications, des séminaires, une fois que les gens ont bien compris la puissance de la branche économique que représente l'esthétique d'un peuple, eh bien et puis avec l'esthétique, vous touchez à toute la culture, vous touchez à tout. Regardez les fractales. Il y a un domaine en Afrique où vous n'avez pas la question des fractales ne se pose pas. Vous voyez? Et vous pensez est-ce que vous pensez que la sociologie, ça s'étudie en Afrique? Est-ce que vous pensez qu'il y a des sociologues africaines? Et est-ce que ce qu'ils étudient, c'est la sociologie africaine ou est-ce que c'est encore une sociologie importée? C'est ça. Il y a beaucoup moins, ou très peu d'Africains, mais aussi chez nous, qui s'orientent vers ces études-là, parce que on les a détournés. Quand les sociétés colonisatrices nous branchent, parce que souvent nos gens ne choisissent pas leurs orientations seuls. Hein. Il y en a beaucoup qui vous disent d'ailleurs, on m'a mal orienté. Cette orientation est décidée par la puissance coloniale, parce qu'elle a besoin d'une certaine main-d'œuvre ou de certaines personnes qui soient des fonctionnaires. Elle en a besoin dans des domaines précis qu'elle définit elle-même et elle pousse dans les lycées, les écoles, etc. Elle pousse les gens à aller dans ces filières-là. Donc, quand vous avez des gens qui, en général, ne font que dans ce genre de filière, ils font soi-disant de l'économie, etc. Mais vous voyez bien, personne n'a étudié l'économie des mines en Afrique, sauf les Blancs. Personne n'a étudié comment on extrait les matières premières ou comment on développe ce qu'on a poussé les gens en économie à comprendre quelques notions pour qu'ils puissent travailler dans les multinationales des Blancs. Donc, quand je vous dis que sur le plan même de la façon de concevoir son orientation universitaire, etc., les gens ne sont pas libres et en général, puisque l'homme blanc avait le projet de neutraliser la pensée de l'homme noir, en général, l'homme noir est une personne qui fait des études de philosophie, et regardez le nombre de philosophes que vous avez, et combien d'entre eux savent citer un grand chercheur africain, combien Cheikh Anta Diop a souffert pour ce qu'il faisait. Donc, vous voyez, il y a une prédétermination des orientations de formation, de recherche, d'éducation par les puissances coloniales des Noirs dans les pays dans lesquels ils sont dominants. Maintenant, si vous voulez, donc il vous faut avec un nouveau projet éducationnel, scolaire, universitaire, dans lequel vous voulez orienter votre population pour que vous ayez des personnes compétentes qui vont agir sur ces terrains-là. Tant que vous êtes formés par les colons, ils vous utilisent à leur profit. Une fois que vous décidez que vous allez créer votre projet, vous allez former des gens pour vos besoins, eh bien, vous sortez de sous la coupe des puissances coloniales. Très bien. Merci infiniment.
Bon, nous allons rentrer rapidement dans le sujet rapidement du Je défrisage vais puisque devoir vous laisser, bon, en grand 10 minutes maximum, mais je vais ouais, devoir vous dis laisser parce que très bien. je dois aller loin et là où Ouais, je ouais, dois aller, ouais. ça ferme à 16 heures. Dites-moi. Super, super. Alors, heu, on va aller très rapidement. Est-ce que le défrisage, c'est nécessaire? Je veux que vous parlez à la jeunesse, f d africaine, des femmes. Est-ce que c'est nécessaire? Si c'est pas nécessaire, que faut-il faire? Le défrisage. Le défrisage est né dans un contexte de domination totale du corps noir par des gens qui ne supportaient pas d'abord la couleur noire et le cheveu crépus. Ils ont dit, menacé ceux qui les portaient, que s'ils n'effaçaient pas ça, ils ne pourraient pas s'intégrer dans leur société. Si je suis sur le continent, chez moi, là où les valeurs dominantes sont celles qui sont portées par mon corps et mon cheveu, je ne comprends pas pourquoi je me soumets aux règles, aux normes de l'étiquette des Blancs. Parce que les Blancs n'aiment pas mon cheveu, n'aiment pas mon corps, quand je suis chez eux éventuellement, mais quand je suis chez moi, si je continue à fonctionner avec ces règles-là, c'est que je ne suis pas moi, je ne suis pas encore moi, et que je ne suis pas encore maîtresse ou maître chez moi, sur mon territoire, sur mon corps, sur mon esthétique, sur ma civilisation. Donc, je dois réfléchir à comprendre pourquoi je continue chez moi à faire ce que les autres veulent que je fasse chez eux. Donc, où est-ce que les Africains n'ont jamais défrisé leurs cheveux? D'accord? Donc, cette pratique vient dans le cadre d'une domination esthétique du corps noir OK. par les Blancs africains. Vous allez trouver assez de réponses à cette question que vous me posez. Mmh. Très bien. Rapidement, en quoi c'est un acte de violence, symbolique, le défrisage et quels sont, rapidement les dangers, sur le corps, en dehors du de l'aspect aliénation? Alors, c'est un acte symboliquement violent parce que les produits qu'on utilise pour venir à bout de la texture du cheveu crépus sont des produits chimiques. Ce sont c'est de la soude caustique qui brûle. Mmh. C'est de la soude Mmh. caustique qui brûle littéralement le cuir chevelu. Aujourd'hui, avec l'avancée sur ces pratiques, on a Mmh. découvert que les femmes noires touchées au monde par les cancers du sein et on découvre que aujourd'hui, elles sont les premières touchées. Mmh. Aujourd'hui, les femmes noires sont les premières touchées par les cancers du Mmh. sein. On a vu que ces produits-là ont la formation de fibromes. Elles sont très, très, très Mmh. touchées par les fibromes utérins, cette autre maladie qui empêche les femmes d'avoir des enfants. Vous avez dans les produits aussi qu'on utilise pour s'éclaircir la peau, dans les organes de la femme, de ces substances qui agissent sur le fœtus et on a dit beaucoup d'enfants nés de femmes qui ont pratiqué l'éclaircissement de la peau avec des produits chimiques violents ont des malformations à la naissance et sont donc voilà, c'est pas seulement symbolique, Très bien. c'est Voilà, donc nous retenons que biologique. le défrisage n'est pas seulement un acte symbolique de violence, ce n'est pas seulement de l'aliénation, mais ça détruit réellement la Non, santé des femmes africaines encore, parce que les produits chimiques oui. et hautement toxiques utilisés dans les défrisants provoquent des cancers du sein aux femmes, provoquent des fibromes et emmènent même certains à l'infertilité, disons à Oui, des infections qui peuvent conduire oui, à la stérilité pour ceux qui veulent. Merci Madame tout à fait. Juliette Schmeralda pour votre temps. Nous avons passé un très bon moment, j'ai beaucoup appris. Je vous remercie infiniment d'avoir accepté notre invitation. Moi, je vous contacterai certainement pour l'aspect dont je vous ai parlé là, côté éducation, basé sur vos livres. Je vous contacterai Mhm. certainement plus tard. Donc, c'est la fin de cette interview. Si tu as aimé cette interview, tu cliques sur j'aime, tu laisses un commentaire, tu partages pour sauver des vies. Tu partages pour aider tes frères ou tes sœurs à s'accepter.